Bon bah déjà merci beaucoup Cédric Canton d'avoir accepté cette interview. Première question, tu as pu couvrir récemment plusieurs manifestations pour la cause palestinienne sur Paris. Comment tu as vu ce mouvement sans précédent pour une cause internationale récemment? J'ai été effectivement très marqué par la couverture de ces mobilisations pour la Palestine qui ont notamment émergé à partir de ces manifestations pour Rafah, All Eyes on Rafah, donc au printemps 2024. Très marqué aussi par le profil des manifestants qui étaient pour beaucoup en fait de jeunes étudiants, des lycéens et lycéennes, etc. Parfois un peu moins poétisés, mais qui effectivement parfois des lycéens, des étudiants moins poétisés, mais qui voyant ces images-là sur les réseaux, sur Twitter, Instagram, etc. ont décidé d'aller dans la rue. Très marqué aussi évidemment par ces manifestations spontanées et leur reprise internationale sur Twitter, Instagram, TikTok, etc. Ça a été aussi assez marquant au vu de la vigueur de ces manifestations. Je pense par exemple à la manifestation pour Clément Méric, la Palestine et la Kanaki, durant lesquelles les gens étaient carrément montés sur les toits pour agiter des drapeaux, des fumigènes, etc. aux couleurs de la Palestine. Et malheureusement aussi une répression assez marquante sur le terrain. Certaines images évidemment ont fait le tour des réseaux. Je pense à un moment en particulier, le 29 mai 2024, des manifestants pour la cause palestinienne, au nombre de 150 à peu près, sont dans le métro, essayent de faire une manifestation spontanée après une forme de NAS et se retrouvent nez à nez avec la Braven qui décidera sur les coups de 22h50, 23h de les prendre à revers dans une ruelle sombre et de les tabasser pendant à peu près 5 minutes. Ce sera effectivement un moment assez marquant pour moi et qui, je pense, participera aussi à la politisation de pas mal de personnes ce soir-là. Alors j'ai toujours rêvé d'être journaliste. J'ai grandi en regardant les reportages de Charles Villa, Camille Courcy, de Clément Lano aussi forcément pendant les Gilets jaunes. Parfois justement depuis le domicile familial à Orléans, dont je suis natif aussi depuis Lille où j'ai pu faire mes études. Il s'avère en fait que donc j'ai fait un master de sciences politiques à Panthéon-Sorbonne avec une option justement en communication politique et que j'ai eu l'opportunité donc de me rendre sur le terrain à partir de la réforme des retraites en janvier 2023. Je me suis dit finalement que c'était une belle opportunité à saisir, de prendre juste mon téléphone, ma caméra, mon sac à dos et d'aller sur le terrain, sans a priori, avec ma naïveté, je pense d'étudiant, une forme d'insouciance, juste pour voir finalement ce qui se passait. Et je dirais que cette présence sur le terrain a changé ma vie. J'ai pu faire des rencontres formidables, voir des événements forcément beaucoup plus durs, sentir aussi, je pense, cette forme de ferveur populaire, ressentir une adrénaline que j'avais encore jamais ressentie toute ma vie. Donc j'ai décidé de persévérer, de continuer à poster mes images sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, parfois aussi sur YouTube. Et ça a fini effectivement par fonctionner, notamment à partir des émeutes de Nanterre. J'ai effectivement été, quand j'étais étudiant, assez poétisé. Bon, je pense que je peux le dire notamment du coup à gauche de l'échiquier politique. Et lorsque j'ai commencé à diffuser mes images sur les réseaux, je pense que j'en mesurais pas forcément la portée. La diffusion était relativement confidentielle, il y avait pas forcément beaucoup d'audience, etc. Donc pas réellement d'impact. En fait, les choses ont pas mal changé quand je me suis rendu compte que ça pouvait être partagé, interprété aussi par différents partis, par forcément différents groupes politiques également. Et donc avec pas mal de reporters, on s'est concerté, on en a beaucoup parlé, et on s'est dit aussi qu'on devait forcément être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de ce traitement d'information. Donc aujourd'hui, en fait, plus que justement une forme de partie prenante dans ces manifestations, dans ces événements que je couvre, j'essaye de prendre vraiment un pas de recul et de me poster comme une forme de témoin de ce que je peux voir, avec des textes bruts, une information factuelle et des images que j'essaye les plus authentiques possibles au milieu du terrain. Je pense qu'en fait, on doit vraiment essayer de, s'il y a effectivement des choses à dénoncer, de le faire, s'il y a des éléments dont il nous faut être témoin, les partager évidemment, mais surtout ne pas être partie prenante et surtout ne pas influencer le cours des manifestations. Il y a un élément, je pense, qui est assez important et illustratif. Lors de la réforme des retraites, il y avait des manifestations spontanées le soir dans les rues de Paris, notamment en février, mars, avril. Ces manifestations étaient assez importantes, relativement inédites aussi. Je pense à l'échelle de Paris, c'était des choses relativement incontrôlables pour les forces de l'ordre de manière générale. Je pense que les reporters avaient un rôle aussi à jouer par rapport à tout cela, dans la mesure où forcément les médias traditionnels ne suivaient pas ces manifestations, je pense, manquaient aussi de mobilité. Le problème étant que lorsque par exemple les reporters publiaient des images de terrain, notamment avec les visages de ces différentes personnes, elles pouvaient être retracées par les forces de l'ordre qui par exemple envoyaient à Bravem pour chasser les manifestants à partir des informations qu'on leur donnait sans le vouloir, avec les rues, l'heure exacte ou ce genre de choses. On s'est rendu compte aussi que lorsqu'on partageait finalement des images d'incendies, d'échauffourées, etc. sur les réseaux, elles pouvaient avoir une portée supérieure à l'impact réel du terrain. Donc finalement, ça oblige à prendre un pas de recul par rapport à tout ça et à s'interroger vraiment sur la portée réelle de nos images et parfois à se demander concrètement quels peuvent être leurs impacts, leurs conséquences. C'est ça. En fait, j'essaye, dans la mesure où je pense que c'est un gage de crédibilité aussi, vis-à-vis des publics sur les réseaux, mais même aussi des médias, des agences, etc., qui ont tendance forcément à plus croire et à suivre aussi
ou à même collaborer, j'ai un niveau professionnel, un journaliste qui essaye d'être factuel, je reviendrai justement dessus juste après, plus qu'un média justement qui se veut militant. À mon avis, c'est aussi assez important et à fortiori quand on commence un peu à prendre de l'audience, c'est qu'on sait que ces images-là peuvent avoir une portée en tant que telle. C'est aussi forcément venu de commentaires qui ont été parfois constructifs sur mon travail que je pouvais recevoir justement sur les différentes plateformes, mais aussi, je pense, des commentaires beaucoup plus vindicatifs qui sont venus par centaines, par milliers aussi, par la suite. Des insultes, des menaces, etc. sur la base de mon travail. Donc quelque part, en fait, essayer d'être plus factuel, de prendre un pas de recul, de moins me mettre en avant sur les réseaux, en dehors de ces seules images que je partage, c'est à mon sens un moyen de me protéger. Je parlais justement de la factualité, je pense que il faut aussi nuancer, dans la mesure où je suis pas forcément partisan de l'idée selon laquelle on peut être parfaitement neutre, faire la part belle par exemple à une forme de neutralité axiologique weberienne. À mon avis, on vient forcément avec nos prénotions, avec nos idées, notre politisation, notre socialisation. Quand je suis allé sur le terrain, évidemment, j'avais déjà vu ce qui se passait par rapport aux Gilets jaunes, j'avais déjà pu travailler sur la violence policière, etc. C'est une évidence. Mon traitement de l'image a été formaté aussi par tout cela. Mais l'idée, c'est de prendre un pas de recul et de s'interroger, d'avoir une forme de prise de recul sur ce qu'on fait. Parce que justement, où tu vas couvrir des manifestations, tu vas réaliser des vidéos sur des sujets d'actualité précis, ta manière de travailler, est-ce qu'elle a été influencée ou est-ce qu'elle a évolué avec les plateformes, justement avec Instagram et TikTok, avec son évolution ces dernières années? Est-ce que ça t'a impacté dans ta manière de travailler, dans ta manière d'écrire, dans ta manière de faire de la photo et de la vidéo? Complètement. Il y a vraiment je pense, une mutation des pratiques en lien avec les algorithmes. Sur TikTok, c'est parfaitement clair. TikTok, par exemple, censure beaucoup les contenus des reporters, à fortiori lorsqu'il y a des violences, des voitures qui brûlent, etc., ou des contenus un peu polémiques potentiellement. Donc c'est très complexe de partager des images sur TikTok des violences policières. C'est notamment dans le sens évidemment d'un contrôle du Parti communiste chinois qui entend prioriser finalement l'image d'un État fort sans forcément remise en cause des institutions, même lorsqu'elle concerne la France. Globalement, il faut évidemment aussi réfléchir à la taille, à la longueur, même à la manière dont on encadre les contenus qu'on va partager sur Twitter. Ça, c'est une évidence. Ça a été aussi, je pense, marqué par la reprise des publics. J'ai pu observer en 2 ans et demi de terrain une forme d'hostilité croissante des publics sur les réseaux à l'égard des médias, ça c'est clair. Ça peut se lire dans les commentaires. Les commentaires sont plus nombreux, beaucoup plus vindicatifs, beaucoup plus violents aussi. J'ai été amené à recevoir des menaces, des commentaires par centaines, par milliers. Évidemment, j'arrête de les lire, mais ça marque mes proches. Ça c'est clair, il y a forcément cette crainte qui peut s'installer, y compris parfois d'être reconnu sur le terrain. Et je pense pas, c'est une manifestation qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup marqué, une manifestation d'extrême droite, des natifs au niveau du Panthéon. Durant laquelle j'ai reçu effectivement des centaines, voire des milliers de commentaires de personnes qui voulaient me retrouver pour me faire un peu la peau. Bon, le côté un petit peu ironique, c'est que ce sont justement leurs commentaires qui me permettront d'être repéré par une rédaction et d'avoir mon premier contrat salarié. Donc c'est là le côté. Voilà, c'est le comble. C'est ça. Mais je dirais qu'effectivement, pour répondre à ta question qui est super intéressante, ouais, on est obligé vraiment de faire attention aux algos, notamment parce qu'il y a une reprise des publics qui est beaucoup plus importante. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la responsabilité des médias, à fortiori des reporters indépendants. On sait, lorsqu'on partage du contenu sur Twitter, par exemple, notamment depuis la reprise d'Elon Musk, et évidemment une tendance à la droitisation de la plateforme, que ces images peuvent resservir par la suite à différents partis, à différents mouvements, y compris des idées qu'on ne cautionne pas. Personnellement, je travaille essentiellement avec mon téléphone, donc un iPhone 15 Pro et mon appareil photo, qui est un Sony. Donc Sony essentiellement donc pour les photos et l'iPhone pour les vidéos, pour pouvoir les partager plus facilement. Mais j'ai souvent eu tendance à me protéger derrière justement mon téléphone. Je pense que quand je suis allé sur le terrain, je n'avais pas vraiment d'expérience dans les manifestations. C'est la première fois aussi que je pouvais voir ce genre de manifestation avec la réforme de la retraite. Et j'avais un peu le sentiment que le téléphone me protégeait. Que c'était une arme quelque part. Il y avait un peu cette idée naïve, je reviendrai dessus justement par la suite, selon laquelle on ne pouvait pas forcément me faire de mal parce que j'avais mon téléphone et que j'étais là pour filmer. Je pense que le téléphone, et on peut le voir avec Brut, notamment le parti pris de Rémi Buzine, permet en fait d'aller plus facilement en contact des gens et de les filmer à hauteur d'homme. De raconter l'histoire à la hauteur des hommes et des femmes qui la vivent. Pour moi, c'est effectivement ce qui est assez intéressant par rapport aux manifestations et je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est que ça nous permet de ressentir certaines émotions et d'avoir le sentiment d'être à hauteur de l'histoire qui se dessine. Maintenant, je disais effectivement qu'il y a une nuance à apporter. J'ai longtemps évolué sur la réforme des retraites, donc en 2023, premier semestre 2023, en me disant justement que j'étais intouchable. Un peu ce fameux mythe selon lequel le caméraman est toujours invincible, ne pourra jamais te tuer. C'est faux. C'est absolument faux. J'ai été blessé en manifestation, souvent touché sans réellement être visé par les forces de l'ordre ou par des manifestants. Je pense que j'ai aussi échappé
J'ai parfois échappé belle aussi. J'ai eu de la chance sur pas mal de points, des projectiles qui passaient à 10 cm de ma tête ou de ma gorge ou des choses qui explosaient juste à côté. Mais typiquement, en avril 2023, j'étais effectivement sur mon téléphone en train de filmer une manifestation. Je pensais être relativement protégé par ce téléphone et par ce que je filmais. Je pense que c'était aussi une forme de filtre par rapport à certains événements traumatisants qui sont beaucoup plus durs à vivre lorsqu'on les vit en tant que manifestant. Et j'avais justement le sentiment de pouvoir prendre de faire ce pas de recul grâce à mon téléphone et grâce à ma manière de filmer. Mais en avril 2023, on est effectivement à Paris, et une manifestation assez importante contre la réforme des retraites, à quelques jours de mon anniversaire. Et au croisement d'une rue parisienne, il y a des affrontements assez importants. J'ai à ce moment-là un masque à gaz, un masque pour les yeux, mon casque. Je suis un petit peu étourdi aussi, parce que la police a utilisé des grenades assourdissantes, des GN2L, donc à effet lacrymogène et assourdissant. Et je reçois un choc sur ma poitrine droite, et j'entends une explosion directement. Et c'est en fait mon téléphone qui me protégera, en vérité. Il s'agit donc d'une grenade qui a explosé juste à côté de moi. Et par chance, c'était pas une grenade de désencerclement, mais tout le côté droit de ma veste sera maculé de suie d'explosion et de lacrymogène. Mon téléphone aura même certains côtés fondus avec la force justement de l'explosion, sera couvert lui aussi de suie et de la lacrymogène. Et en fait, aura pris l'essentiel des brûlures. Le reste de ma main aussi sera relativement impacté. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi je disais qu'il faut faire cet effort de nuance, c'est que ça a été un rappel essentiel pour moi. Lorsqu'on est justement derrière nos téléphones, il est assez facile de prendre parfois justement du recul par rapport aux événements, de se croire intouchable et donc de prendre des risques inutiles. Je pense que parfois l'accident est bienvenu lorsqu'il ne mène pas à une blessure trop grave, parce que c'est un rappel nécessaire qu'on prend des risques assez importants sur le terrain. Et en l'occurrence, avec les grenades, les cocktails Molotov, les flashballs, les mortiers artifices, etc., les blessures peuvent être extrêmement conséquentes. L'un de mes amis aura par exemple failli perdre sa jambe traversée par une grenade. Lorsque je suis touché justement par cette grenade, photo à l'appui, je suis pris en charge immédiatement par des secouristes. Je me rends pas tout de suite compte justement de ce qui se passe. J'ai très mal à la main. Je vois seulement mon téléphone qui est totalement impacté. Je vois ma veste aussi qui est maculée donc de la suite d'explosion. Et les secouristes prennent des coups à ce moment-là en m'appliquant des bandages. Les policiers continuent justement d'avancer pour repousser des manifestants. Donc les secouristes prennent des coups de matraque, prennent des coups de bouclier en m'appliquant tous ces bandages-là. Tout ça sous masque à gaz, avec les gaz lacrymogènes, etc. Une heure plus tard, malgré un brassard de presse, malgré des premières ventes d'images qui le légitimaient aussi, donc nous sommes à l'arrivée de la manifestation à Bastille. Des policiers, des CRS commencent à provoquer des manifestants en leur indiquant qu'ils vont faire une charge. Je pense être protégé à côté de différents journalistes parfaitement identifiables. Et en fait, non. Les CRS me foncent dessus, me donnent des coups de matraque, des coups de bouclier, me mettent au sol, continuent de me frapper. Là aussi, image à l'appui. Et je pense que ça aurait été un moment assez marquant pour moi, puisque toutes les fois suivantes où je me suis effectivement rendu sur le terrain, je me suis senti extrêmement vulnérable. C'est comme si cette barrière avait disparu entre moi et le terrain. Je pense que parfois l'élément traumatique ou traumatisant, en tout cas des images, vient a posteriori. Lorsqu'on prend le temps justement de les regarder, dans le cadre de la diffusion des images ou de leur vente, c'est quelque chose qui peut être assez marquant. Typiquement, le 29 mai 2024, lorsque la Bravem prend un parti des manifestants dans une ruelle sombre près de l'Assemblée nationale, c'est davantage le son en fait qui marquera nous sommes deux journalistes à ce moment-là à filmer ces événements. Timothée Forger, qui est très présent aussi sur le terrain, notamment depuis la réforme des retraites, qui est un très bon ami à moi, et on sera essentiellement marqué par le son de ces images, notamment lorsque nous les reverrons dans le cadre d'une enquête lors de plaintes d'IGPN aussi, qui n'aboutiront pas, c'est une évidence. Mais voilà, je pense que c'est parfois en regardant les images qu'on se rend plus compte des risques qu'on a pris. Comment on fait pour garder son sang-froid en tant que preneur d'images? Comment on fait pour juste garder les pieds sur terre sur des manifestations aujourd'hui qui sont de véritables genres? C'est une très bonne question, et je veux dire que c'est venu de manière croissante pour moi justement, parce que lorsque je me suis rendu sur le terrain pour la première fois avec la réforme des retraites, au premier semestre 2023, je m'attendais absolument pas en fait à ce que je vais voir. J'avais pu voir finalement des images, notamment pendant les gilets jaunes, celle de Clément Lano, celle de pas mal de chaînes en continu. Je voyais effectivement ça pouvait circuler sur les chaînes d'infos, mais j'avais un peu cette idée naïve selon laquelle ce qui se passait, ce que je pouvais voir à l'image, appartenait finalement à celles et ceux qui la vivaient, mais ne me toucherait pas. Et la vérité, c'est que j'ai été pris de court par la réalité telle que je l'ai vécue lors de la réforme des retraites, avec des gens qui étaient blessés à côté de moi, des policiers également évidemment qui ont été très impactés. Je pense à Sainte-Soline, je pense aux émeutes de Nanterre, je pense même à la réforme des retraites. Évidemment, beaucoup de policiers ont été blessés, parfois grièvement. Des policiers s'effondraient sous nos yeux, sous le coup de projectiles, brûlés aussi sous le coup de cocktail Molotov, donc c'est assez important. Je pense aussi évidemment aux émeutes de Nanterre où des policiers criaient dans leur talkie-walkie sur leur réseau qu'il manquait de munitions et que maintenant le peu de munitions qu'il leur restait de servir à leur défense personnelle. Non, je pense effectivement
qu'il y a une forme de brutalisation des manifestations des deux côtés. À la fois des forces de l'ordre, évidemment, mais aussi parfois certains manifestants qui viennent s'y greffer et qui n'attendent que ça, c'est un fait. Et quelque part, il y a aussi, je pense, des signes annonciateurs dans ce genre de manifestation. On le sent. Lorsque parfois le visage des forces de l'ordre change, on voit différentes unités d'intervention, la Bravem qui intervient, des compagnies d'intervention, des unités de CRS bien précises comme la CRS 8 qui sont rompues au contact, rompues au combat. Pour Nanterre, la BRI qui était présente justement sous mes yeux, qui est intervenue le 29 juin 2023 lorsque c'était extrêmement dur dans les rues de Nanterre avec des voitures qui roulaient dans tous les sens. Donc il y a effectivement des signes annonciateurs. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour garder les pieds sur terre? Je pense que l'essentiel déjà c'est de ne pas être seul. Aujourd'hui, malgré effectivement parfois un traitement assez factuel ou froid ou distant sur les réseaux, il faut savoir en fait que nous sommes beaucoup à nous connaître sur le terrain, notamment des reporters de terrain présents en manifestation. Nous parlons, nous échangeons des conseils, des informations. Lorsque certaines scènes sont traumatisantes, nous prenons un pas de recul, nous prenons aussi le temps de prendre soin des uns et des autres. C'est là absolument essentiel, y compris parfois pour vérifier l'information qu'on va être amené à diffuser. Et quelque part, justement, ce pas de recul est aussi essentiel à notre sécurité. Parce qu'en manifestation, quelles que soient finalement les parties prenantes, le danger peut venir aujourd'hui à 360 degrés. Parfois, on ne s'y attend pas. Ça peut effectivement venir d'une bouteille en verre qui va venir en l'air. Ça peut venir de coups de matraque, d'une charge qu'on n'aura pas senti venir. Évidemment, le fait d'être sur le terrain nous permet de sentir certaines choses. Par exemple, des charges des forces de l'ordre, des stratégies, des manœuvres, ou alors la mue d'une forme de cortège de tête en black bloc. Mais il faut quand même rester sur ses gardes, parfois, parce qu'effectivement, ce danger reste dans une certaine mesure imprévisible. 3 photographes, journalistes qui tiennent à cœur, que tu conseilles de suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet. La première, Camille Coursier, qui fait des reportages absolument extraordinaires. Justement, tout à l'heure avant l'interview, je regardais l'un de ses reportages sur des jeunes qui vivent en Guyane, qui doivent parfois traverser, faire des jours de traversée en pirogue pour pouvoir rejoindre leurs parents, parce qu'il n'y a pas encore d'infrastructure qui leur permette justement d'avoir accès ou à un système éducatif ou à justement qui leur offre la possibilité de revoir leurs parents. Je pense qu'en fait, cette journaliste est extrêmement talentueuse, à la fois dans la manière dont elle traite le sujet, dans la manière dont elle les humanise également. Elle a suivi par exemple Sainte-Soline, elle a suivi des jeunes filles qui étaient enrôlées par les FARC. C'est extrêmement important et je pense qu'elle a d'autant plus de courage que c'est une femme et qu'elle se rend sur des terrains qui sont extrêmement dangereux pour les personnes évidemment de ce genre-là. Le second qui a très clairement marqué mon envie de me rendre sur le terrain, c'est Charles Villa. J'aurais évidemment jamais la prétention d'atteindre ne serait-ce qu'un centième de son niveau. Nous ne sommes pas des reporters de guerre, c'est une évidence, mais il m'a énormément inspiré justement dans sa manière d'appréhender le terrain, d'avoir un rapport très humain à des causes qui nous dépassent pourtant en substance. Je pense évidemment à ses reportages sur la cause ukrainienne lorsqu'il s'est rendu sur le front pour filmer par exemple des médecins de guerre, des médecins bénévoles qui allaient au secours parfois d'enfants, de grand-mères aussi qui étaient bloqués sur la ligne de front. Et le troisième, un ami, Clément Lano, qui s'est lancé aussi, en fait, comme moi, auparavant, avec les manifestations. Il me semble que c'était avec Nuit debout, la haute sécurité globale, puis ensuite, évidemment, les Gilets jaunes, qui a lancé son agence de presse, CL Presse, qui a acquis comme cela sa notoriété avec des premières ventes justement d'images à différents médias, etc. Et qui aujourd'hui non seulement a une réelle visibilité et un réel professionnalisme, il se rend sur tous les terrains, je ne sais même pas comment il fait pour te dire, mais surtout, je pense que c'est un énorme moteur pour beaucoup de reporters de terrain comme moi, dans la mesure où il nous fait confiance, il nous accorde cette confiance-là, il nous permet de travailler aussi, il achète nos images, il nous défend également, il nous donne beaucoup de conseils, et je pense que c'est effectivement quelqu'un d'exemplaire qui mérite sa visibilité. Enfin, pour conclure, un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer sur le terrain et qui a envie de se lancer, à suivre des manifestations, l'actualité en général. Alors clairement, je conseillerais à ceux ou cette jeunes de se lancer. Clairement, il n'y a pas de meilleur moment que ce genre de mobilisation qui sont, à mon sens, très importantes sur le plan de l'actualité, mais aussi très très formatrices. Lors de la réforme des retraites, nous sommes beaucoup, en fait, à nous être lancés sans réelle expérience préalable. Je pense évidemment à Timothée Forger. Nous avons commencé ensemble sur le terrain. Il était à ce moment-là reporter pour Serfia. C'est un très très bon ami. C'est aussi la raison pour laquelle je le cite. Et je pense en fait qu'il n'y a qu'en se rendant sur le terrain qu'on peut sentir le pouls des mobilisations et s'habituer aussi à la captation d'images et au traitement de cette actualité. En fait, je n'avais pas forcément de formation préalable au journalisme. J'ai été formé à la science politique, donc au traitement plus distancié de ces phénomènes d'actualité, notamment dans le cadre de nos petites émissions d'actualité qu'on faisait à un niveau étudiant sans réelle prétention éditoriale où voilà, on savait très bien qu'on ne changerait pas le monde avec ça. J'ai vraiment senti que c'était en me rendant sur le terrain que j'ai pu en apprendre. Évidemment, je continue d'apprendre au jour le jour, c'est l'évidence. En fait, je donnerai un conseil et moi c'est celui qui m'a vraiment marqué. Alors ça peut paraître un petit peu bateau,
Mais c'est une phrase d'Orelsan qui disait justement que pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. En fait, aujourd'hui, avec un téléphone, ça peut être un iPhone ou même un téléphone beaucoup moins cher, vous pouvez tout à fait filmer, prendre des images d'une qualité suffisante pour être partagées sur les réseaux, parfois même pour faire des ventes d'images. Et je pense évidemment à certaines images, typiquement à celles qui ont déclenché les émeutes volontaires ou même des images de violences policières, au contraire de violences qui étaient perpétrées contre les policiers. Ces images-là qui ont choqué l'opinion publique ou alors qui ont servi à alerter ont été prises à partir de téléphones. Lors de la réforme des retraites, cet ami-là, Timothée Forget, a filmé une scène qui a été très marquante et qui a été celle, je pense, qui a été la plus diffusée. Il filmait à ce moment-là avec son téléphone. Il était étudiant en école de journalisme, il était en bachelor, et pour autant, cette image a contribué, à mon sens, à influencer le cours du débat. Il s'agit d'une image qui a été reprise sur beaucoup de chaînes comme BFM, CNews, qui a été repris, qui a fait plusieurs millions de vues sur les réseaux, d'un agent de la Bravem qui se dirige vers un manifestant qui lui assène une droite, non loin de Bastille. Cet ami-là a pris effectivement cette image avec son téléphone, notamment parce que son téléphone lui permettait d'avoir de meilleurs réflexes. Donc je pense aujourd'hui que tout le monde, qu'il s'agisse d'un jeune homme, d'une jeune fille, a sa place sur le terrain et qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer.